Que Conan pendant cette période de 36 ou c'est un auteur choisi C'est juste qui passe d'un truc à l'autre? Non, mais c'est juste une partie, je dirais une partie faible de sa production. C'est une vingtaine de nouvelles sur un titre qui, entre 30 et 36, a dû pondre, on va dire 200 nouvelles. Donc c'est 10%. Et en termes de, qu'on comprenne bien l'impact à l'époque, Conan c'est un succès tout de suite, s'il est connu, reconnu pour Conan, ou au contraire c'est mineur? Je dirais que ça met un petit peu de temps, ça met 1 ou 2 ans pour que Goethe se rende compte de l'impact de Conan. Il faut quelques mois. Au début, la première nouvelle paraît, le nom de Howard n'apparaît même pas sur la couverture ou ni Conan. Sur l'année 34, Goethe fait paraître 12 numéros, il y en a 10 qui ont du Howard dedans, 9 avec du Conan, et il a 5 couvertures. C'est juste énorme. Donc c'est un gros poisson de la petite revue qui est Ouvertès. Aujourd'hui, Ouvertès, quelle revue magnifique, quelle revue, alors qu'à l'époque, c'est quand même une revue de seconde catégorie. Donc voilà, donc c'est un gros poisson de la petite marque. On va passer dans 2 secondes à l'aventure éditoriale, mais simplement, pourquoi est-ce qu'il abandonne ce personnage? Parce que Ouvertès ne le paye pas. Ouais. Tout simplement, lorsqu'il est en 35, juste avant d'écrire Les Clos Rouges, il écrit une lettre à Ouvertès, il dit écoutez, là, vous me devez $700. Donc il serait quand même temps que, alors $700 aujourd'hui c'est pas grand chose, mais vous imaginez à l'époque, $700 c'est le revenu annuel de quelqu'un, on va dire. Donc c'est juste énorme. Et voilà, s'il vous plaît, payez-moi, parce que là j'y arrive plus, j'ai ma mère qui est hospitalisée, donc j'ai plein d'argent. Et il va écrire encore une nouvelle qui est Les Clos Rouges, pour laquelle il ne verra jamais l'argent, qui sera mort entre temps. À la mort de Howard, Bertel devait 1350 000, donc un an, quelques après. Donc voilà, donc c'est automatiquement, à partir du moment où sa mère était mourante, elle devenait gravataire, donc ça mobilisait beaucoup de son temps. Et donc il n'avait plus le temps d'écrire, et donc automatiquement il n'avait plus le temps d'écrire pour une revue qui ne le payait pas. Un petit mot sur Lovecraft. Lovecraft considéré comment Conan? Sur Conan, il n'a pas dit grand-chose, mais il adorait Howard. D'accord. Voilà, je peux pas... Donc il y a quelques nouvelles qu'il aimait bien, mais il ne jugeait pas en termes de personnage. Il préférait Cull, je crois. Donc il n'y a pas de commentaire majeur sur les nouvelles de Conan. Petite question sur l'aventure éditoriale, du coup. Quand est-ce que Conan, par exemple, débarque en France? Dans quelles conditions? Comment est-ce que les lecteurs français l'accueillent? Alors il démarre en 66 dans Planète, la revue de Bergier, qui décide de traduire Le Phénix sur l'épée. Et donc c'est à l'époque du Madame du Magicien, et donc le Bergier qui a correspondu avec Lovecraft, qui est quand même un grand monsieur de l'époque, dit « Ah, c'est les aventures de Conan, ce guerrier viking de 12 000 ans, il fait 8 erreurs dans une phrase, c'est pas possible, le type il n'a pas lu la nouvelle qu'il traduit lui-même, quoi. » Et il décide de s'aborder environ 40% du texte pour arriver à faire rentrer dans la revue. Donc c'est la première apparition de Howard en France. Après, il faut attendre quelques années, et là, il y a un monsieur qui est très important en France sur Howard, qui est François Truchot. Et Truchot sort à l'époque d'une école de cinéma, et il tombe lors d'un voyage, je crois, à New York, sur les éditions américaines avec des couvertures de Frazetta. Il dit « Waouh, c'est absolument génial, j'adore Frazetta ». Il achète les livres juste à cause des couvertures de Frazetta. Il lit ça, il dit « Mais c'est absolument génial ». Et donc là, il a quelques contacts dans le monde de l'édition, il dit bah, je vais traduire ça en France, c'est juste génial. Vous êtes traducteur? Non, mais c'est pas grave. Et donc il s'introduit traducteur du roman, c'est une traduction qui n'a pas changé, hein, on devient traducteur facilement. Et donc il paraît ça, il y a 3 volumes qui paraissent en France en 72, audition spéciale, donc la thèse. Il ne marche pas super puisque la collection est arrêtée. Après il faut attendre toujours la thèse en 80, où là il y a une intégrale en 8 volumes, et qui est la reprise de l'édition américaine, qui paraît, et qui a un succès, on est d'accord, puisqu'il y a des volumes qui sont réédités. Et ensuite, ils paraissent chez J'ai lu, on reprend les couvertures de Frazetta, et voilà, jusqu'en 2000. Ça, c'est le début de Howard en France. Ouais, le début du mythe, entre guillemets, Conan, c'est-à-dire qu'entre les traductions de Berger, de Truchot, il y a une attente des lecteurs, c'est un auteur qui devient majeur à redécouvrir, non, il est plutôt inconnu. À quel moment, en fait, il prend sa substance pour être ce qu'il est? Le succès littéraire, il devient dans les traces, si je puis dire, du succès en bande dessinée. C'est juste après la sortie du film de Minus,
que voilà, les éditions en bande dessinée commencent à redémarrer, et l'intérêt pour le personnage arrive, mais ça reste, on va dire, un auteur culte plutôt qu'un auteur reconnu. C'est toujours encore un peu le cas, moins, mais c'est toujours un peu. Ouais. En termes d'auteur culte, il y a, je voudrais qu'on parle quand même du film, avec Schwarzenegger. Quel impact ça a eu concrètement sur la connaissance de Conan vis-à-vis des lecteurs? Ça a eu un impact assez en fait, limité en termes littéraires. Ça a eu un impact énorme sur ce qu'est Conan pour le grand public. Donc l'image du grand barbare musclé en style de fourrure, c'est le film de Milius. Il ne faut pas oublier que dans Milius, à l'époque, Arnold Schwarzenegger ne parle pas ou très peu anglais à l'époque du film. C'est la raison pour laquelle il y a cette musique de Toy Story qui est omniprésente. C'est parce qu'il va avoir, je crois, 50 mots dans tout le film. Ouais, donc, ce qui fait que le film de Milius, alors quelles que soient les qualités qu'on peut lui prêter, il va donner au public l'image de cette créature analphabète. Donc, c'est à la fois un bienfait, puis ça permet à plein de gens de découvrir le personnage de Conan, mais on s'aperçoit qu'aujourd'hui, 30 ans après, j'ai toujours besoin d'expliquer aux gens, vous entendez, Conan c'est pas Arnold. Le personnage est un peu plus complexe que, voilà. que ça concrètement. Et au moins, on a eu une BO majeure. Comment? Et au moins, on a eu une BO. On a eu une BO, voilà, majeure, c'était le bienfait qui est venu avec la malédiction. Est-ce que, pour voir, donc on a bien compris que Conan arrivait progressivement en France au fur et à mesure des éditions et des rééditions, c'est le même cas pour les autres personnages, ou pas du tout, on se concentre essentiellement sur Conan? Non, la mystique Conan est vraiment à part. Ouais. Pourquoi? Parce que en fait, la plupart des... encore une fois, le personnage populaire se base principalement sur les nouvelles où c'est Conan qui est accompagné d'une demoiselle au charme on va dire, évident et à la cervelle intéressante. Et apparemment, c'est le stéréotype majeur qui plaît chez beaucoup de gens. Or, ça concerne 3-4 nouvelles de la série qui sont de très très loin pas les meilleures. Aux États-Unis, c'est le même phénomène ou est-ce qu'il y a un engouement plus important? Alors, aux États-Unis, ça n'a rien à voir. Ça, c'est quelque chose qu'en France, on a encore du mal à comprendre. Même aux États-Unis, c'est vrai aussi. La révolution, elle se fait aux États-Unis en 65. Et lorsqu'on demande aujourd'hui aux amateurs de fantasy voilà, quelle est la date clé de la naissance, on va dire, de la fantasy, tout le monde va dire que c'est le Seigneur des Anneaux. Le Seigneur des Anneaux, lorsqu'il sort en Angleterre, c'est un livre qui paraît uniquement en édition cartonnée, puisque Tolkien refuse de le faire paraître en poche. Et donc c'est un bouquin qui se vend bien, mais qui n'est pas un succès planétaire, etc. Le succès de Tolkien, il date de 1965, et d'un monsieur qui s'appelle Alan Moore, qui est un personnage clé de l'édition américaine, et qui dit, ah ben tiens, il croit voir une sorte d'erreur dans le contrat du Seigneur des Anneaux, qui dit qu'apparemment on peut le publier aux États-Unis sans payer de droit. Donc voilà, il me dit, bah, tiens, je vais faire une édition. Et donc il fait paraître en 3 volumes le Seigneur des Anneaux en 65. Et là, c'est un succès monstrueux. Ça oblige Tolkien à faire paraître une édition autorisée dès l'année suivante. Et d'où le succès planétaire de Tolkien à cette époque. C'est là où on a les trucs avec Gandalf président, tous les hippies sur San Francisco en train de fumer leurs cigarettes qui font rire, citent le Seigneur des Anneaux. Et en même temps, en parallèle, en 65, Volheim doit refuser de faire reparaître Conan, puisque il y a un monsieur qui s'appelle Sprague de Camp qui dit mais voilà, ça serait bien qu'on fasse reparaître Conan. Mais j'ai ajouté plein de nouvelles pour compléter le cycle. Volheim refuse, il ne voit pas pourquoi est-ce qu'il irait payer Sprague de Camp pour publier le texte de Howard, vu que Volheim connaît très très bien Howard depuis, il le connaissait de son vivant. Donc, voilà. Et du coup, les nouvelles de Conan paraissent en 65 aux États-Unis. Et les chiffres, les tirages de l'époque se chiffrent millions d'exemplaires. Donc vous avez 2 œuvres fondatrices, Tolkien et Howard, qui toutes les deux ont connu des éditions, des pérégrinations éditoriales durant les années 30, 40, 50 pour Howard, 50, 60 pour Tolkien, mais qui toutes les deux deviennent énormément populaires fin 65 aux États-Unis. Les deux sont nés en même temps. Aujourd'hui, avec le recul, on s'aperçoit de plus en plus de l'importance de Howard. Mais pendant des années, on est quand même vécu dans l'illusion que voilà, ça a commencé avec Tolkien. Or, c'est fou. Un petit mot sur Sprague de Camp. Je suis poli ou...
Non, globalement, en fait, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Quelle importance il a eu pour le cycle? Alors, Sprague de Camp est quelqu'un qui a voulu faire de l'argent sur Conan, qui l'a dit, qui l'a écrit, donc voilà, qui me l'a dit de visu aussi. Sprague de Camp, c'est quelqu'un qui voit très tôt le potentiel de la série et l'argent qu'il peut en tirer. Il le fait dès 51-52. Il essaye véritablement de faire en sorte de pouvoir vendre Conan. Il a eu 15 ans à y arriver. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est chez Lancer, et ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a pas mal de gens qui disent, attendez, c'est grâce à Sprague de Camp que Conan a pu survivre, entre guillemets, qu'il a pu devenir ce qu'il est aujourd'hui. Or, c'est quelqu'un qui, pendant 15 ans, a fait que Howard n'a pas pu être réédité correctement. Donc, c'est totalement différent. C'est un monsieur, Sprague de Camp, qui, lorsqu'il a vu les couvertures de Frazetta, il a dit, mais c'est horrible. Ce titre, c'est pas dessiné, et puis Conan avec des cheveux longs, c'est quoi ce hippie? Donc déjà, il ne peut pas Frazetta. Deuxième chose, lorsque les nouvelles sont parues, elles sont parues chez Lancer Books, avec les couvertures de Frazetta. Donc Lancer Books, c'était, selon les termes de Sprague de Camp, je crois la 17e maison d'édition qu'il allait voir. Il y a 16 maisons d'édition qui ont refusé de publier Conan avant. On peut se poser la question de savoir pourquoi. Sprague de Camp ne l'a jamais dit. Tout simplement parce qu'il a, Sprague de Camp, imposé de rééditer ses propres textes avec les textes de Howard, et que tout le monde a refusé, sauf les derniers, Lancer. Lancer Books se moquait un petit peu de savoir ce qu'il y avait dedans, puisqu'en fait la finalité première de Lancer, c'était de blanchir l'argent de la mafia. Donc c'était une entreprise de blanchiment d'argent. Et donc les textes paraissent juste parce que, ah bah oui, il nous faut un truc. Voilà. Et donc voilà comment ça paraît. Et c'est quelqu'un qui sait. Pourquoi est-ce que ces éditions-là, sur lesquelles j'ai travaillé d'abord en Angleterre, aux États-Unis, ne sont parues qu'à partir de 2001 C'est parce que Sprague de Camp s'est opposé à ce qu'on fasse.